Salut Olivier. Salut Elise, bienvenue à la maison. Merci. Je suis très heureux de faire cette vidéo avec toi, une vidéo qui a été rendue possible par le site Mon corps, ma contraception. Aujourd'hui, on va parler donc de contraception, un sujet hyper important. Pour parler de ce sujet de la contraception, on vous a demandé de poser vos questions sur le Instagram de Olivier et on a sélectionné les questions les plus fréquentes. Les plus fréquentes et les meilleures. Alors bien évidemment, cette vidéo n'a pas pour but de remplacer une consultation chez votre médecin ou chez votre sage-femme. Rien ne remplace les questions et les échanges qu'on peut avoir en consultation. Donc on est là pour vous donner des trucs, pour vous informer sur les différents moyens de contraception, quels peuvent être les effets indésirables, comment choisir sa contraception au mieux avec le professionnel de santé qui vous suit. Mais en aucun cas, on va remplacer une consultation. Bien sûr. C'est parti ? Allez, c'est parti. Allez-y. Première question, on nous a posé plein de questions sur les stérilés, bien sûr, les dispositifs intra-utérins. Il y a des dispositifs intra-utérins au cuivre, il y en a d'autres qui fonctionnent avec des hormones. C'est quoi les grandes différences entre les différents types de stérilés ? Le stérilet au cuivre, ça a une forme de T majuscule, ça mesure à peu près 3 cm et en fait c'est en plastique et autour il y a un fil de cuivre qui va agir comme contraceptif pour inactiver les spermatozoïdes. Il va aussi créer une inflammation au niveau de la muqueuse de l'utérus que l'on appelle l'endomètre pour empêcher l'anidation d'un œuf. La majorité des stérilés au cuivre, on peut les garder jusqu'à 5 ans et certains peuvent aller jusqu'à 10 ans. Au niveau des effets secondaires du stérilet au cuivre, puisque c'est une contraception qui est donc non hormonale, elle garde le cycle naturel, mais elle peut quand même créer des règles parfois plus douloureuses, plus longues et plus abondantes. Et quel que soit le stérilet, que ce soit un stérilet au cuivre ou un stérilet hormonal, on ne peut pas poser de stérilet si on suspecte une infection génitale en cours, une salpingite, une endométrite ou quoi que ce soit, parce que c'est quand même un corps étranger, donc dans ces cas-là, pas de stérilet. Alors, il y a un autre type de dispositif intra-utérin, de stérilés, ce sont les stérilés qui vont contenir des hormones. Il y en a plusieurs types, ils ont quand même des points communs, ils sont tous en plastique et contiennent un réservoir qui va libérer une hormone qui s'appelle le lévonorgestrel, c'est un mot un petit peu scientifique, un peu compliqué, c'est une hormone toute simple, un progestatif qui va être libéré localement et qui va avoir une action du coup essentiellement locale, ce stérilet. Il y a quand même un petit passage dans la circulation sanguine, mais ce passage il est très faible. Ils vont avoir des actions plutôt multiples pour avoir un effet contraceptif. Ça va aussi inactiver l'action des spermatozoïdes, il va aussi empêcher l'endomètre, c'est-à-dire la couche glandulaire à l'intérieur de l'utérus, de pousser. Si elle ne pousse pas, on ne peut pas être enceinte. Et puis, ces stérilés vont aussi avoir une action au niveau de la glaire cervicale. C'est un mucus, un produit qui est fabriqué par le corps de la femme au niveau du col de l'utérus, qui est plus ou moins perméable en fonction des moments du cycle. Et en rendant cette glaire cervicale imperméable, les spermatozoïdes, ils ne peuvent pas passer. Donc, il y a plusieurs modes d'action pour avoir cet effet contraceptif. La durée d'utilisation, c'est un petit peu comme les stérilés au cuivre, c'est des moyens de contraception à long terme, on appelle ça. Donc aujourd'hui, les stérilés hormonaux, il y en a différents types, leur durée d'action c'est de 5 à 8 ans. Bien sûr, on peut les retirer avant s'il y a un souci. L'autre question qu'on me pose souvent en consultation, c'est par rapport au cycle. Comme il y a une action essentiellement locale, les ovaires ils peuvent continuer à travailler. Le cycle hormonal, il peut continuer, il est respecté, et parfois les femmes sentent des effets du cycle, elles sentent l'ovulation, elles peuvent sentir un petit peu les seins qui gonflent, comme si elles allaient avoir leur règle, comme si elles avaient un cycle naturel. Mais bien sûr, comme il y a cette hormone au niveau de l'utérus, le profil des saignements va changer. Et c'est d'ailleurs un des effets secondaires de ces stérilés hormonaux, c'est de changer le cycle menstruel, de changer les règles, en diminuant souvent beaucoup l'abondance des règles, voire parfois en les arrêtant complètement. On appelle ça une aménorrhée, bien sûr. Et puis, il peut y avoir d'autres effets secondaires, bien sûr, comme toutes les contraceptions hormonales. Il y a certaines femmes qui peuvent avoir des petits maux de tête, ça fait partie des choses qu'on recherche en consultation. On va leur poser la question systématiquement. Et si vous avez ce genre de signes, il faut en parler en consultation à la personne qui vous suit. C'est très important. Il y a quelques contre-indications qui sont spécifiques à ce mode de contraception, aux stérilés hormonaux. C'est essentiellement les maladies hépatiques, les maladies du foie, et puis bien sûr les cancers hormonodépendants. En premier lieu, le cancer du sein. Si on a ou si on a eu un cancer du sein, on ne peut pas avoir un stérilet hormonal. Parmi les autres questions qu'on nous a posées sur les stérilés, il y en a une qui revient très souvent. Ouais, je vais te la poser. Vas-y, pose-la moi. Comment on se prépare à la pose du stérilet ? Parce que c'est souvent un moment stressant pour les femmes. Donc, est-ce que tu as des tips ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, les femmes ont souvent peur d'avoir mal au moment de la pose du stérilet, parce que c'est vrai que la pose du stérilet, c'est un moment désagréable et c'est parfois un moment douloureux, voire très douloureux. Pourquoi ça peut faire mal la pose d'un stérilet ? Il y a 3 choses, moi je trouve, qui peuvent faire mal lors de la pose du stérilet. Il y a le passage du col. Le col de l'utérus,
souvent il est un petit peu fermé, un petit peu sûr. serré, donc il faut passer à travers ce col. Et le col, c'est pas juste un orifice, c'est un canal, hein, c'est un tunnel dans lequel on va passer, qu'on va dilater un petit peu avec un outil qui s'appelle un hystéromètre quand on a besoin de le faire. Donc ça va faire mal et parfois provoquer des petits malaises, on appelle ça des malaises vagos. Et puis quand on va arriver au fond de la cavité utérine pour mesurer la cavité utérine, parce qu'on a besoin de la mesurer pour savoir où poser le stérilet, on peut buter sur le fond de la cavité utérine et ça souvent on voit qu'il y a un petit mouvement de recul et que ça fait mal. Et la troisième chose, c'est les contractions, parce que c'est un corps étranger dans l'utérus. L'utérus, c'est un muscle qui va se contracter de manière réflexe. Donc il y a ces trois choses-là qui peuvent faire mal. C'est pour ça que souvent on me pose la question, mais pourquoi vous ne faites pas une anesthésie locale? Parce que si on veut vraiment endormir le col de l'utérus, il faut piquer 4 fois sur le col avec un anesthésique local, ça fait mal, et ça ne va pas agir sur ces 3 mécanismes de la douleur. Donc c'est vrai qu'en règle générale, on ne propose pas d'anesthésie locale. Ce n'est pas parce que on aime faire souffrir les femmes, bien sûr que non. C'est parce que cette anesthésie locale, elle n'est pas très efficace. Donc il faut bien préparer les femmes. Et donc on a des trucs qui nous permettent de prévenir la douleur et de gérer la douleur. Et c'est lesquels, toi, que tu utilises? Alors moi déjà, je trouve que le professionnel de santé aborde aussi la question de la douleur au moment de la pose. Pendant la consultation de prescription du stérilet, c'est hyper important parce que déjà ça montre qu'on prend en compte aussi ce qu'elles peuvent ressentir le jour J. Ça permet de les informer sur ça et qu'elles aussi puissent s'y préparer. Souvent, moi, ce que je propose aux femmes quand même, c'est de leur prescrire un médicament antidouleur à prendre une demi-heure, 1 heure avant la pose. Et il est recommandé aussi de poser le stérilet au moment des règles parce que le col, il est un peu plus mou et plus ouvert, ce qui va faciliter l'insertion du dispositif, dans la mesure du possible aussi en fonction de l'agenda, du praticien et de la patiente. L'autre raison pour laquelle il est recommandé de le poser pendant les règles, c'est qu'on est sûr qu'il n'y a pas de grossesse en cours. Ça aussi, ce que je dis aux patientes. Donc quand on a peur que la pose soit un petit peu douloureuse, c'est vrai que le fait de le poser pendant les règles, ça facilite pour nous la pose, mais ça facilite aussi pour la patiente. Et c'est ça qui est très important. Il y a aussi un autre truc qui peut être pas mal, c'est de venir accompagner. Bien sûr. Moi, je le recommande souvent, surtout pour les premières pauses de stérilet ou pour les femmes qui sont vraiment très anxieuses, le fait d'être accompagnées, ça va leur permettre d'être plus détendues et de repartir avec moins de stress et plus sereine. Ça, c'est important de le rappeler. Il y a d'autres choses aussi, parler. Moi, je trouve que c'est hyper important. Tu as parlé d'information et c'est vrai que plus on informe les patientes en amont et pendant les gestes, moi, je trouve que moins il y a de surprises, plus ça se passe bien. Et souvent, on voit les femmes qui ont des mouvements de recul sur la table d'examen, lors d'un examen gynécologique ou lors de la pose d'un dispositif intra-utérin, et c'est souvent à cause de la surprise. Et quand on leur dit « ce que je vais faire maintenant, ça va être un petit peu désagréable, je passe le col de l'utérus, je vais lâcher, envoyer le stérilet, à chaque fois qu'on informe et qu'on anticipe le geste, je trouve que ça se passe beaucoup mieux. La cohérence cardiaque, bien respirer, pas forcément hyperventilé, c'est pas la peine, ou la musique, c'est très très bien. Donc ça, c'est vraiment plein de petits trucs qui sont intéressants et qui permettent de mieux faire en sorte que ça se passe mieux. Et ce qui est aussi important de dire aux femmes, c'est que la douleur, ça reste quelque chose de subjectif et qui diffère d'une femme à une autre. Donc de ne pas se fier aux expériences des autres. Faut éviter ça. Parce que peut-être que mon expérience sera pire et peut-être qu'elle sera vraiment meilleure en fait. Donc, les bonnes comme les mauvaises d'ailleurs. Exactement. En matière de contraception, plus globalement d'ailleurs. Il faut vraiment se faire son idée. Une petite pause pour vous parler de notre partenaire, c'est le site Mon Corps, Ma Contraception, un site sur lequel vous trouverez plein d'informations pour compléter cette vidéo qu'on vient de vous faire avec Élise. Vous y trouverez par exemple toutes les informations concernant l'efficacité des différents moyens de contraception. Vous pourrez aussi calculer le score d'IGAM. Le score d'IGAM, c'est quoi? C'est pour savoir si vos règles sont normales, trop abondantes ou beaucoup trop abondantes. Et puis il y a d'autres informations aussi. Ouais, il y a aussi un onglet qui s'appelle Instant Pause, où dessus vous pouvez retrouver des astuces, notamment des vidéos, des techniques de respiration pour le jour J, pour la pose du stérilet. Donc c'est quand même très chouette. Et ça peut être très utile. En ce qui concerne les dispositifs intra-utérins, les stérilets, il y a une question aussi qui revient très souvent, parce qu'avant on disait qu'on ne peut pas poser un stérilet à une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, heureusement, c'est terminé. Donc est-ce qu'on peut poser un stérilet à une femme qui n'a jamais eu d'enfant? Bien sûr. Et comment ça se passe? Bien sûr qu'on peut poser un stérilet à une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Certains types de stérilets sont tout à fait possibles chez les femmes qu'on appelle nullipares, c'est-à-dire qui n'ont jamais eu de bébé. Donc pas de bébé, on peut avoir un stérilet. Et d'ailleurs, on nous le demande de plus en plus souvent en consultation. Surtout que c'est une période de la vie pour les femmes, au début de leur vie sexuelle,
où elles n'ont pas forcément de projet de grossesse à Tout à court fait. ou à moyen terme, où la vie fait qu'on peut parfois être amené à oublier son moyen de contraception. Donc c'est vrai que le fait d'avoir une contraception à long terme, en l'occurrence un dispositif intra-utérin dans cette période particulière du début de la vie sexuelle, eh ben, ça peut être un bon choix C'est pour adapté, éviter bien sûr les grossesses non désirées. Il y a des petites précautions à prendre quand même par rapport à la pose du stérilet chez les femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. Je te fais Oui, pas, oui, je te tout fais à une petite fait. interro là quand même. Hein. Oui, c'est clair. Effectivement, alors on recommande de dépister les infections sexuellement transmissibles, les IST, chez les femmes qui ont moins de 25 ans, puisque c'est un facteur de risque, Ouais, il y a c'est un risque important. d'infection, quoi. On interroge beaucoup les femmes, toujours les femmes avant de Oui, poser plus bien sûr, globalement un dispositif aussi. intra-utérin, mais on est particulièrement attentif chez les femmes de moins de 25 ans qui n'ont pas eu Exactement. d'enfants par rapport à leur nombre de partenaires, est-ce qu'elles ont des rapports protégés ou non protégés, est-ce qu'elles ont des antécédents d'infections sexuellement transmissibles, et si besoin, effectivement, il ne faut pas hésiter à leur proposer un dépistage. Et de toute façon, le dépistage régulier, c'est bien, mais encore plus avant l'impose d'un dispositif intra-utérin. Parmi les moyens de contraception à long terme, on a pas mal passé du dispositif intra-utérin, il y a aussi l'implant. L'implant, c'est un moyen de contraception dont on parle un petit peu moins, qui est un petit peu plus mystérieux, même si on en propose de temps en temps et de plus en plus souvent. Comment ça fonctionne un implant contraceptif? Alors, l'implant contraceptif, c'est un bâtonnet en plastique, entre guillemets, de la taille d'une allumette qu'on va venir mettre à ce niveau-là du bras, sous anesthésie locale avec une crème ou un patch. Et l'implant contraceptif, c'est une méthode de longue durée d'action qui fonctionne grâce à un progestatif. Et en fait, l'implant va délivrer en continu des hormones jusqu'à maximum 3 ans pour venir bloquer l'ovulation et modifier la glaire cervicale. L'implant contraceptif, il est intéressant parce que comme le stérilet hormonal, il ne va pas contenir d'œstrogène. Donc, il peut être adapté chez certaines femmes qui ont des contre-indications, par exemple, qui ont des antécédents de phlébite ou d'AVC. C'est complètement compatible avec ces femmes, sauf si elles ont d'autres contre-indications qui ne vont pas avec l'implant. Mais sinon, voilà, c'est tout à fait possible. Ce dont on parle souvent avec les femmes en consultation, c'est le profil de saignement. Qu'est-ce que ça va changer à leurs règles d'avoir un implant contraceptif? Et c'est vrai qu'on ne peut pas tellement prévoir à l'avance. Donc on doit informer les femmes, mais un petit peu comme avec tous les moyens de contraception, et notamment les moyens de contraception hormonaux, qu'il y a une période d'adaptation avec les 3 premiers mois, on en reparlera tout à l'heure, et que le profil de saignement, il est très variable d'une femme à l'autre. Il y a des femmes qui vont plus avoir de règles du tout, là, une aménorrhée, un petit peu comme le dispositif intra-utérin hormonal. Et puis il y a des femmes qui vont continuer à avoir leurs règles, parfois même de manière assez régulière, ou alors des saignements un petit peu irréguliers et prolongés. Ça peut être un petit souci. Et c'est vrai que si ça dure au cours du temps, malheureusement, ça veut dire que ce n'est pas le bon moyen de contraception et qu'il faudra changer. Donc on va adapter. Il y a environ une femme sur 5 qui n'a plus de règles du tout avec l'implant. Et c'est important de le dire aux femmes parce que quand on ne le dit pas, les femmes ont peur et font des tests de grossesse souvent les premiers mois parce qu'elles sont surprises de cette absence de règles. Il y a d'autres effets indésirables connus, comme avec quasiment tous les moyens de contraception hormonaux. C'est par exemple la prise de poids, il peut y avoir des petits soucis cutanés, des choses comme ça. Donc c'est important d'informer les femmes en amont et d'essayer au maximum, avant de leur prescrire ou de leur poser l'implant, de voir s'il serait bien toléré, même si encore une fois, on ne peut pas tout prévoir. Exactement. On nous a posé une question au sujet des contraceptions hormonales. C'est une question qui revient très souvent aussi. Et toi comme moi, quand on poste des vidéos sur nos comptes Instagram ou sur d'autres réseaux, on se rend compte que c'est une question qui est très souvent posée, c'est la libido. Oui. Le rapport entre la contraception hormonale et la libido. Est-ce que les contraceptions hormonales peuvent entraîner une baisse de libido? Déjà, le désir sexuel et la libido, ça résulte d'un équilibre quand même assez complexe de tout ce qu'il y a autour de nous. Si on est fatigué, si on a une charge mentale, on a toute une charge mentale. Et comment ça se passe dans le couple, au travail, l'activité physique, même l'alimentation, tout ça, ça peut jouer sur la libido. Donc évidemment que la contraception, elle peut aussi jouer sur la libido. Et toutes les contraceptions hormonales, elles peuvent avoir un impact sur la libido. Négatif comme positif aussi. Oui, alors est-ce que c'est les hormones qui vont avoir un impact direct sur l'augmentation de la libido ou est-ce que c'est le fait de se sentir avec un moyen de contraception qui nous convienne bien, d'être bien sereine, donc, en sécurité. Comme tu l'as rappelé, c'est hyper important, la libido, c'est vraiment la résultante de plein de facteurs. On ne peut pas dire qu'il y a un facteur qui va tout faire sur la libido, c'est pas possible, même si c'est important de rappeler que les hormones peuvent avoir un impact sur la libido.
Et puis c'est aussi important de rappeler qu'on n'est pas obligé d'avoir tout le temps une libido au taquet et au plafond dans la vie. Il y a des moments où c'est un peu mieux, d'autres moments où c'est moins, et c'est pas grave, mais c'est vrai que quand on se pose la question de l'impact d'une contraception hormonale sur sa libido, ça vaut le coup d'en discuter en consultation pour voir si on peut envisager un changement, si vraiment c'est un souci, parce que ça peut changer les choses. Exactement. Donc ça, il faut le rappeler. C'est pas tabou d'en parler, c'est important de le dire. C'est notre rôle en consultation en tant que sage-femme ou gynéco de discuter aussi de la vie intime, que c'est un sujet qui est important, et surtout que si vous êtes gêné, il faut oser. C'est ça qui compte. C'est l'impact sur la vie. Voilà, exactement. Donc il y a la libido et puis aussi la fertilité. C'est-à-dire qu'on voit très souvent circuler des informations sur tel ou tel moyen de contraception rend stérile, n'utilisez pas tel moyen de contraception, vous ne pourrez plus jamais être enceinte après. Ouais. Donc il faut qu'on mette fin, je pense, une bonne fois pour toutes, à cette légende urbaine. Est-ce que, Élise, la contraception hormonale peut augmenter le risque d'infertilité? Est-ce qu'il y a un moyen de contraception qui peut empêcher une femme, lorsqu'elle va décider de l'arrêter, d'avoir des enfants? Ouais, alors bon, déjà, il faut quand même se dire que toutes les méthodes de contraception dont on vous a parlé juste avant, et plus globalement les méthodes de contraception hormonale, c'est des méthodes de contraception qui sont réversibles. Donc en fait, à partir du moment où tu vas arrêter ta contraception, ta fertilité, elle revient. Et il n'y a pas de nécessité, parce que ça aussi on l'entend beaucoup, de nécessité de faire une pause dans sa contraception. Pas plus tard qu'hier, 2 fois en consultation, j'ai eu des patientes, oui Élise, voilà, ma pilule, ça fait 8 ans, 10 ans que je la prends, je me sens super bien avec, mais est-ce qu'il faut que je fasse une pause parce que j'ai 28 ans, j'aimerais avoir un bébé dans les années à venir? Non, en fait, si tu es bien avec ta contraception, si tu la tolères bien, conserve-la. Par contre, si tu as envie d'arrêter, c'est totalement possible aussi. On en discute et puis voilà. Mais il n'y a pas de nécessité de faire une pause, il n'y a pas besoin de faire de détox pour son corps, pour sa fertilité en fait. Ça n'aura pas d'impact sur la fertilité de faire une pause de pilule. C'est aussi une question qu'on nous pose souvent, c'est combien de temps avant de faire un bébé il faut arrêter sa contraception. Et en fait, il n'y a pas de temps réglementaire, il faut arrêter sa contraception. Quand c'est le bon moment et quand une grossesse est vraiment désirée et qu'elle n'est plus un problème. Moi, c'est toujours ce que je dis à mes patientes. Donc, tu l'as bien rappelé, toutes ces contraceptions dont on est en train de parler, notamment les contraceptions hormonales, sont des méthodes réversibles qui n'ont aucun impact sur la fertilité. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'arrête ma pilule, enfin, quand une femme arrête sa pilule, pardon, ou quand je fais retirer mon stérilet ou mon implant, ma fertilité, elle va être exactement la même que ce qu'elle était lorsque j'ai commencé ce moyen de contraception. À un petit détail près quand même, c'est le temps. Bien sûr. Parce qu'on rappelle que quand le temps passe, la fertilité peut diminuer un petit peu, il peut se passer des choses dans la vie, c'est une réalité physiologique. À partir de 30 ans et surtout à partir de 35 ans, la fertilité diminue. Donc une femme qui prend la pilule ou qui a un moyen de contraception hormonale pendant 15 ans, le jour où elle l'arrêtera, elle aura la fertilité de l'âge auquel elle est arrivée. Donc ça, c'est important de le rappeler quand même. Mais en aucun cas, ce moyen de contraception va diminuer sa fertilité de manière directe ou indirecte. Si ça marchait bien avant, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas après. Mais en revanche, si ça ne marchait pas avant, ça ne marchera pas non plus à l'arrêt de la contraception. C'est très important de le rappeler. Qu'on a des femmes aussi qui ont, et qui ne s'y attendent pas forcément, qui arrêtent leur pilule et qui ont une grossesse dès le premier cycle. Quoi. Et pourtant, ça faisait 10 ans que je la prenais. Oui, mais... Et même si le cycle menstruel, c'est-à-dire les règles, ça peut prendre un petit peu de temps avant de redevenir régulier comme avant. Voilà. L'ovulation, elle, peut être vraiment très très tôt, dès l'arrêt de ce moyen de contraception. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit. Alors bien sûr, quand on parle contraception, on va parler pilules, plein de questions sur les pilules. On est un peu perdu dans la jungle des pilules. Moi-même, parfois, j'ai besoin de me mettre à jour. On a des tableaux avec toutes les familles de pilules, tous les types de pilules, et ça nous fait du bien, nous aussi, de nous mettre un petit peu à jour de temps en temps, parce que les choses changent. Il y a quand même différents types de pilules, et on nous a posé la question, quels sont les différents types de pilules, et dans la suite, pourquoi est-ce qu'on parle de fausses règles avec ces pilules? Alors, déjà, il existe deux grandes familles de pilules. Les pilules qu'on appelle œstroprogestatives, qui contiennent un œstrogène et un progestatif, donc 2 hormones, et les pilules microprogestatives qui, elles, vont contenir qu'un microprogestatif. La plupart des pilules, comment elles vont empêcher une femme d'avoir une grossesse? Elles vont le plus souvent bloquer l'ovulation,
modifier aussi la glaire cervicale, dont on avait parlé avant. Et certaines vont aussi agir sur la muqueuse de l'utérus en l'affinant. Et donc, si la muqueuse de l'utérus est trop fine, un œuf ne va pas pouvoir s'implanter. Donc, il y a plusieurs mécanismes. Le mécanisme principal, bien sûr, c'est de bloquer l'ovulation. Mais il y a aussi d'autres modes d'action qui font que qu'il y a un effet contraceptif. La pilule, alors on nous a posé la question, qu'est-ce que c'est que ces fausses règles? En fait, ça va créer un cycle artificiel. Quand vous prenez la pilule, vous prenez des hormones qui vont remplacer les hormones fabriquées normalement, naturellement, par les ovaires. Et du coup, ça va bloquer le fonctionnement des ovaires et empêcher l'ovulation et donc avoir un effet contraceptif. Mais vous remarquez, il y a des pilules, les pilules les plus classiques, où on fait une pause de 7 jours, ou alors il y a des faux comprimés, ce qu'on appelle des comprimés placebo, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de principe actif à l'intérieur. C'est comme si on faisait une pause. Si vous avez des plaquettes de pilules qui font 28 comprimés avec des comprimés à la fin, 7 ou 4 parfois pour certaines pilules qui sont d'une couleur différente, sachez que ce sont des comprimés inactifs qui n'ont aucun effet. Et en fait, c'est juste le fait d'enchaîner les plaquettes de pilules sans faire de pause, ça permet de diminuer le risque d'oubli de pilules. C'est pour ça que les labos ont proposé ce format-là. Mais bon, ces comprimés placebo, ces faux comprimés, c'est comme si vous faisiez une pause. Et quand on fait une pause de ces hormones artificielles, ça va déclencher des saignements qui sont des fausses règles. On appelle aussi ça une hémorragie de privation, qui vont mimer un petit peu le cycle naturel, mais ça n'a rien à voir avec le cycle naturel. En vrai, ça n'a pas de vrai intérêt médical. Non. Oui, il n'y a pas d'intérêt médical en soi, mais certaines femmes, ça les rassure quand même d'avoir un saignement. Il peut y avoir aussi des croyances culturelles, religieuses autour de ça. Donc voilà, il faut savoir que c'est possible aussi. Donc, les pilules, elles ont également quand même des effets indésirables, comme tous les moyens de contraception, même j'ai envie de dire comme tous les médicaments. À partir du moment où un médicament, qu'il soit hormonal ou pas hormonal, a un effet désirable, moi je dis toujours à mes patientes, il y a forcément des effets indésirables. Les seuls médicaments qui n'ont pas d'effet indésirable, ils n'ont pas d'effet désirable non plus. Donc, il y a des effets indésirables avec les pilules. On parle beaucoup du cancer. Mais finalement, moi, je trouve que le risque le plus important, on n'en parle pas. On n'en parle pas beaucoup. C'est le risque cardiovasculaire et le risque thromboembolique, c'est-à-dire le risque de problèmes cardiaques ou le risque d'embolie pulmonaire, le risque de phlébite ou d'accident vasculaire cérébral. Donc, c'est vrai qu'on se focalise souvent sur le risque de cancer qui existe, il y a une toute petite augmentation du risque de cancer, et on ne peut pas dire le contraire. En revanche, je trouve qu'on n'insiste pas assez sur le risque cardiovasculaire, et c'est pour ça que, par exemple, la pilule, on ne peut pas la proposer à tout le monde. Tabac et pilules, notamment les pilules œstroprogestatives, ça ne fait pas bon ménage. Toutes les femmes de plus de 35 ans qui fument plus de 15 cigarettes par jour ne peuvent pas prendre de pilules œstroprogestatives. C'est important de le rappeler aux femmes qui prennent ces pilules, et peut-être aussi un petit peu aux médecins et aux sages-femmes qui les prescrivent de temps en temps un petit peu facilement. Il y a aussi un autre effet indésirable, une autre contre-indication, je trouve, qu'il faut rappeler, c'est les migraines. Moi, je suis frappé en consultation à chaque fois que je pose, pas à chaque fois, mais très souvent quand je pose la question à une femme, est-ce que vous avez des migraines? Ça ressort quand même assez souvent dans les consultations. Et les femmes ne font pas toujours le lien entre migraine et contraception hormonale. Et c'est une question que nous, on doit vraiment poser en consultation parce que ça doit nous guider dans la prescription et dans la surveillance. En fonction du type de migraine, notamment si elles sont accompagnées de certains signes. Il faut bien analyser le type de migraine, juger leur intensité, est-ce que ça les empêche de bosser, est-ce qu'elles doivent rester enfermées, est-ce qu'il y a des vomissements, bref. Mais c'est important de parler des migraines, je pense que j'avais envie d'insister là-dessus. Ouais. Et le risque aussi, c'est l'oubli de la pilule, puisque là, il faut y penser tous les jours. Et quand on oublie, ça marche moins bien. On risque une grossesse. Donc le principal risque de la pilule, c'est vraiment l'oubli et la grossesse non désirée. Donc c'est important d'avoir une rigueur. Et dans le choix du moyen de contraception, il y a le mode de vie. On en parle en fonction des métiers. Moi, je sais pas, si j'ai des patientes qui sont hôtesses de l'air, la pilule, c'est pas forcément le bon moyen de contraception pour elles. Donc c'est important d'avoir ça aussi à l'esprit parmi tous les critères qu'on doit prendre en charge avec la patiente. Alors, il y en a d'autres, des moyens de contraception. On ne peut pas parler de tous les moyens de contraception. Il y en a trop. Là, on a commencé à passer en revue les choses les plus fréquentes. Il y a l'anneau contraceptif, l'anneau vaginal, qu'on prescrit de temps en temps et qui peut être pratique pour certaines femmes. Il se garde 3 semaines. Il y a aussi les patchs. Les patchs anti-tabac. Un peu comme les patchs anti-tabac. Format, quoi. Tabac pilule, non. Tabac patch, non. Le patch, qu'on garde en général une semaine, qui peut être intéressant pour certaines femmes. Une méthode dont on parle un peu, mais en tout cas, les femmes ont beaucoup de questions à ce sujet-là. C'est la symptothermie.
Ouais. Alors la symptothermie, à chaque fois qu'on en parle, bien sûr, on nous renvoie à la méthode Ogino de nos grands-mères, ou à la méthode de la température, ou à toutes ces choses-là, la méthode du calendrier, qui ne sont pas des méthodes de contraception à recommander. En revanche, la symptothermie, on en parle de plus en plus, elle est intéressante, mais il faut se former. Exactement. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, sur quel principe elle repose, cette symptothermie, et comment on peut se former? Oui, la symptothermie, c'est une méthode de contraception non hormonale qui est basée en fait sur l'observation du cycle et sur la prise de température quotidienne associée à l'observation de la glaire cervicale. Si elle est enseignée par un professionnel qui est qualifié et surtout si elle est bien appliquée par la patiente. Juste rajouter sur la symptothermie que ça permet d'avoir un échange au sein du couple, et que ça peut permettre aussi à l'homme de s'intéresser à ce qui se passe dans le corps de sa femme, à son cycle, et donc de participer un petit peu et de partager cette charge mentale dont on parle souvent. Et aussi de mieux comprendre le cycle, le SPM, le syndrome prémenstruel, les règles, Voilà, on sait un petit peu mieux où on en est. Exactement. Alors pour l'instant, les moyens de contraception masculine, ils sont à l'état de recherche. Parmi les contraceptions, il n'y en a pas beaucoup qui protègent les infections sexuellement transmissibles. Il n'y en a même qu'une. Oui, le préservatif. Eh oui. La seule méthode de contraception qui protège les IST, préservatif, masculin ou féminin. C'est vrai que ça existe aussi. Oui, on en parle moins, mais il existe. Pris en charge par l'assurance maladie à 100%, donc sans avance de frais, sur prescription médicale pour tous, donc pour les femmes ou les hommes. Et avant 26 ans, il n'y a pas besoin d'ordonnance de votre sage-femme ou médecin. Vous pouvez aller en pharmacie et... Direct. Exactement. Et on vous donnera des préservatifs. Ou bien aussi, il y a aussi la possibilité d'aller en planning familial, des centres de planification. Il y a aussi la possibilité d'aller en Cégide, d'aller dans les infirmeries aussi scolaires, collège, lycée, fac, pour avoir des préservatifs. Bon, et le risque du préservatif, c'est qu'il se rompe. Ou c'est la rupture, une mauvaise utilisation. Qu'on n'utilise pas bien. Voilà, une mauvaise utilisation. Ça aussi, c'est important d'en parler. Ouais, donc le préservatif, ça reste un bon moyen de contraception, mais surtout un bon moyen de protection contre les infections sexuellement transmissibles, quel que soit l'âge, bien sûr. Oui. C'est important pour les plus jeunes, mais pas que pour les plus jeunes, parce qu'on voit de plus en plus d'infections sexuellement transmissibles aussi chez les moins jeunes. Donc c'est important de rappeler la facilité d'utilisation et la facilité pour s'en procurer de manière gratuite pour les jeunes, tu l'as rappelé, et pas que dans les pharmacies. N'hésitez pas à aller voir vos infirmières scolaires, que vous soyez en lycée ou à la fac, pour aller vous procurer des préservatifs. C'est aujourd'hui hyper facile. Et moi, maintenant, je vais te poser une question qui te concerne directement. Comment tu sais? Non, je ne sais pas, mais en tout cas, qui concerne ton genre. La vasectomie. Oui. On va parler de ça. Parce que moi, c'est moins je suis moins, j'ai moins de connaissances que ça sur toi, je pense. Déjà, qu'est-ce que c'est la vasectomie? Est-ce que c'est une méthode de contraception qui est réversible ou pas? Parce qu'il y a des hommes qui se disent oui, la vasectomie, je peux le faire et puis au pire, si je change d'avis, voilà, je sais que c'est réversible. Et aussi, si tu peux nous parler du côté féminin, donc de la ligature des trompes. Alors, on va parler un peu de ligature des trompes et de vasectomie. Ce sont des techniques chirurgicales, les deux, ce sont des interventions chirurgicales qui ont comme point commun d'assurer une contraception qu'il faut considérer comme définitive et irréversible. À chaque fois que je fais un sujet sur la vasectomie ou la ligature des trompes, je dis que c'est irréversible. À chaque fois, on dit mais non, on peut opérer, on peut réverser. Voilà, c'est ça, le problème. C'est vrai que les chirurgies de réparation existent, mais il faut garder à l'esprit que ces chirurgies de réparation, elles donnent des résultats très aléatoires. Comme les résultats sont aléatoires, ça veut dire qu'on ne peut pas vous garantir de restaurer votre fertilité. Il faut vraiment considérer que ces méthodes de contraception sont irréversibles pour ne pas avoir de grosses déceptions par la suite. Donc ça, c'est important pour la ligature des trompes et pour la vasectomie. Donc ça, c'est le point commun. Moyen de contraception définitif. Donc c'est des méthodes de stérilisation. Oui, on peut appeler ça contraception définitive ou stérilisation. C'est la même chose. Okay. Mais ça ne va rien changer au fonctionnement hormonal des femmes ou au fonctionnement hormonal des hommes. C'est aussi important de le rappeler. Alors, chez la femme, c'est la ligature des trompes. Chez l'homme, c'est la vasectomie. La ligature des trompes, d'abord, priorité aux femmes. L'objectif, c'est d'empêcher le fonctionnement des trompes. L'utérus au milieu et les ovaires sur les côtés continuent à fonctionner de manière complètement naturelle. Le cycle continue de manière naturelle, le cycle hormonal et le cycle menstruel. En revanche, comme les petits tuyaux ne fonctionnent plus, il ne peut plus y avoir la rencontre entre les spermatozoïdes
Et l'ovule, du coup, il n'y a pas de fécondation possible. C'est une opération qui se passe forcément sous anesthésie générale, qui dure entre 15 et 30 minutes. Il y a plusieurs manières d'interrompre le fonctionnement des trompes. Il y en a certains qui mettent des clips, il y en a qui coupent les trompes, il y en a qui retirent un petit morceau. Aujourd'hui, de plus en plus, Ça dépend du on retire chirurgien, quoi. complètement les trompes. On Ah appelle oui. ça une salpingectomie bilatérale. On propose de plus en plus une ablation des trompes parce que c'est efficace, parce qu'il n'y a pas de risque de grossesse extra-utérine et parce que ça diminue un petit peu le risque de cancer de l'ovaire. C'est pour ça qu'on propose cette technique. Ça se passe par celloscopie, des petites incisions au niveau du nombril et de petites incisions de 3 ou 5 mm en bas du ventre, ou maintenant aujourd'hui par celloscopie vaginale. C'est une technique assez récente qui se fait de plus en plus et qui permet de ne pas avoir de cicatrices et d'avoir une récupération plus rapide. Et c'est en ambulatoire, ça veut dire qu'on rentre le matin, on est opéré, et l'après-midi on rentre à la maison. Je dis toujours à mes patientes qui viennent me voir et qui me demandent cette intervention, je leur rappelle qu'elles vont garder leur cycle naturel jusqu'à la ménopause. Donc il faut qu'elles soient bien avec leur cycle naturel et menstruel. Et je pense notamment aux femmes qui utilisent un moyen de contraception hormonale depuis des années. C'est pas mal de faire une petite pause quand même avant, en faisant attention, en se protégeant avec un préservatif pour pas qu'il y ait de surprise. Mais c'est important de connaître son cycle naturel pour être sûr d'être bien après l'opération parce qu'on va garder son cycle naturel. Il y a beaucoup de femmes qui disent « Ah bah depuis que j'ai eu ma ligature de trompe, j'ai des règles douloureuses et hémorragiques ». Mais en fait, c'est parce qu'elles avaient un stérilet hormonal, un implant ou une pilule avant et elles l'ont arrêté le jour de l'opération. Elles retrouvent leur cycle hormonal naturel et elles ont oublié, parce que ça fait des années qu'elles prennent leur contraception hormonale, que parfois le cycle naturel, ça peut ne pas être terrible. Donc c'est important d'être bien avec son cycle naturel, ça je rappelle toujours à mes patientes. La vasectomie, c'est le côté masculin, c'est pas les gynécologues, c'est pas les sages-femmes, c'est les chirurgiens urologues et qui font ce type d'opération. Pas la peine de venir voir un gynécologue en consultation pour avoir une vasectomie, il ne pourra pas vous la faire. Donc, c'est irréversible. Là, les urologues, ils vont couper, ils vont sectionner, ils vont retirer un petit morceau des canaux déférents. Les canaux déférents, c'est les canaux qui amènent dans le sperme les spermatozoïdes qui viennent des testicules. Alors que le liquide séminal, qui est la composante principale du sperme, lui vient des vésicules séminales. Donc, il y a toujours du sperme, il y a toujours du liquide séminal, mais dedans, il n'y a plus de spermatozoïdes et il n'y aura plus jamais de spermatozoïdes. Les différences avec la ligature des trompes, parce qu'on me pose souvent la question, c'est une opération qui peut se faire sous anesthésie locale ou générale. Ça dépend un petit peu des chirurgiens et des patients en fonction de son anxiété propre à chacun. Mais ça peut être fait sous anesthésie locale, alors que la ligature des trompes, c'est forcément anesthésie générale. L'effet, il n'est pas immédiat. Il faut faire un spermogramme 3 mois après l'intervention pour s'assurer qu'il n'y ait plus du tout de spermatozoïdes dans le liquide séminal. C'est aussi une des petites différences. Et la cicatrisation peut être parfois un petit peu délicate, on va dire, parce que ça se passe à un endroit qui peut frotter quand on marche, quand on fait du sport, quand on s'assoit. Donc parfois, il peut y avoir des petits soucis de cicatrisation, mais bon, en règle générale, ça se passe bien. Donc moi, je suis bien embêté quand on me pose la question qu'est-ce qui est le plus lourd entre une ligature des trompes ou une vasectomie. Franchement, c'est kiff-kiff. C'est vraiment une question de choix personnel, avant tout, et puis de discussion au sein du couple, quand on est dans un couple. Mais bon, franchement, c'est vraiment comparable. Et d'ailleurs, Olivier, pour la ligature des trompes ou la vasectomie, est-ce qu'il y a des conditions pour y avoir accès ou pas? Oui, il n'y en a pas beaucoup, et ce sont les mêmes pour la vasectomie et pour la ligature des trompes. Il y en a 2. Il faut être majeur, plus de 18 ans, et il y a un délai de réflexion obligatoire, légal, de 4 mois entre les 2 premières consultations avant de pouvoir faire l'intervention. Mais en dehors de ces conditions légales, il n'y en a pas d'autres. On n'est pas obligé d'avoir déjà eu des enfants, bien sûr. On n'a pas besoin de demander l'avis de son conjoint, il n'y a pas de problème. C'est 18 ans, 4 mois de délai de réflexion, et c'est tout. Si on sort un petit peu de la contraception, parce qu'en consultation, toi comme moi, on ne parle pas que de contraception, même si c'est un sujet hyper important, on nous a posé pas mal de questions sur la première consultation chez le gynéco, la sage-femme, à quel âge il faut y aller? Qui, quoi, comment, où? Bah oui, à quel âge, à partir de quel âge il faut y aller? Et comment ça va se passer surtout? Ouais, c'est important de rappeler qu'il n'y a pas d'âge déjà pour aller consulter un praticien. Donc déjà, quand on vient pour parler soit de ses règles, de sa vie intime, de contraception, on peut aller voir le gynécologue, bon ça tout le monde le sait, le ou la gynécologue, d'ailleurs on choisit un homme, une femme en fonction. Surtout que maintenant il y a là où on est plus plus de à l'aise. femmes. Oui, plus de femmes médecins que d'hommes, c'est vrai. Et en gynécologie aussi? Oui. Ah oui, ok. Donc gynécologue, médecin généraliste aussi, s'il est formé en contraception, et bien sûr les sages-femmes aussi, puisque ça fait plus de 15 ans maintenant qu'on peut accueillir les femmes pour parler de ces sujets-là. On peut venir aussi accompagner si on a peur de venir en consultation par qui vous le souhaitez.
Ça peut être un temps de discussion, parce que souvent, ça, c'est pour les patientes mineures. On n'a pas besoin on n'est pas obligé de venir accompagner d'une personne majeure, voilà, quand on est mineur. Mais si ça vous rassure, ou parfois, c'est les mamans qui amènent aussi leur fille en consultation, on peut faire un temps de discussion, notamment des fois pour l'anamnèse, tout l'interrogatoire avec les antécédents familiaux, où les jeunes femmes ne sont pas forcément à l'aise avec ça, avec les parents, avec la maman. Et puis après, le temps de la consultation, on est juste toutes les deux ou tous les deux. Oui, c'est important de le rappeler, d'avoir vraiment un moment en tête-à-tête avec la personne qui vous suit, pour pouvoir évoquer tous les sujets. Moi, les mamans, parfois, c'est un petit peu compliqué. Oui, il faut leur dire OK au début. On ne sait jamais quand on a une maman et sa fille en consultation, surtout en particulier quand elles sont mineures. C'est qui a besoin d'être rassuré en fait. Je ne suis pas convaincu que ce soit toujours souvent, c'est plutôt la mère qui pousse. Ouais. Mais en tout cas, c'est important aussi de rappeler que quand on va en consultation, on y va quand on ressent le besoin et on peut y aller sans examen aussi, tout simplement. Déjà, il n'y a pas un âge. La première étape du frottis, c'est à 25 ans, on peut le rappeler. Donc du coup, tout ce qui se passe avant, l'examen gynécologique, il n'est pas forcément obligatoire, il n'est pas systématique. Bien sûr, on doit vous poser la question pour savoir si vous êtes d'accord pour qu'on vous examine. Si vous n'êtes pas d'accord, si ce n'est pas le bon moment pour vous, si vous n'avez juste pas envie et que vous avez juste envie de discuter, il n'y a jamais aucun problème. C'est vraiment important de le rappeler. Et la première consultation, c'est quand il y a un besoin. Moi, c'est vraiment ce que je rabâche en permanence, parce qu'il y a beaucoup de mamans que je suis depuis longtemps qui me disent « Ah, ma fille qui vient d'avoir Elle a 14 ans. Mais même avant, j'ai ma fille qui a 12 ans, elle vient d'avoir ses premières règles. Quand est-ce qu'il faut que je vous la mette ?» Je dis « Oula !» Oui. Aucune urgence, il n'y a pas de souci, si les règles se passent bien, s'il n'y a jamais eu de rapport, si on n'a pas besoin de parler de contraception, laissez-la tranquille, elle aura bien le temps d'avoir ses premiers rendez-vous et son suivi gynécologique. Oui. Pendant de belles années. Voilà. Quand on parle de contraception, on est obligé aussi d'aborder la question de la contraception d'urgence. Ouais. Et on nous a posé la question sur la contraception d'urgence. C'est combien ça coûte, comment on se la procure et comment ça fonctionne. Est-ce que ça provoque notamment un avortement? Est-ce que ça va interrompre une grossesse? Parce que ça peut être c'est une question importante, ça peut être un problème pour certaines femmes. Alors, la contraception d'urgence, elle est accessible à toutes, sans ordonnance, en pharmacie, prise en charge, pareil que préservatif, ce qu'on disait tout à l'heure, à 100% par l'assurance maladie. Mais aussi, on peut la retrouver, pas forcément qu'en pharmacie, c'est comme pour les préservatifs, on peut aller en centre de planification familiale ou planning familial, en Cégide, on peut aussi aller dans les infirmeries scolaires, collèges, lycées, fac pour se la procurer. C'est important de parler de contraception d'urgence et non pas de pilule du lendemain, puisque la contraception d'urgence, elle peut être utilisée maximum jusqu'à 5 jours après le rapport sexuel à risque. Alors c'est 3 ou 5? Oui, 3 ou 5. Faut faire gaffe. Voilà, bien sûr, mais jusqu'à 5 jours. Quoi. Voilà. Et aussi, le terme de pilule du lendemain, il n'est pas bon pour la temporalité, mais aussi pour le terme de pilule, puisqu'il y a des contraceptions d'urgence qui ne sont pas des pilules, et notamment, on peut utiliser le DIU au cuivre comme contraception d'urgence. La contraception d'urgence, elle va pas créer un avortement, enfin, elle n'est pas abortive. En fait, elle va venir décaler l'ovulation pour empêcher une rencontre entre ovule et spermatozoïde. Et si on est dans le cadre du DIU au cuivre, elle ne va pas décaler l'ovulation parce qu'on n'est pas dans une contraception hormonale, mais elle va inactiver les spermatozoïdes s'ils sont là, créer une inflammation et empêcher après qu'un œuf s'y mette. Comme un moyen de contraception. Classique, exactement. Et elle n'est pas efficace à 100% aussi. Important ça. Ouais, de le garder en tête et que plus elle va être prise tard après le rapport à risque, moins elle va être efficace. L'efficacité, elle décroît avec le temps qui passe. Même s'il y a ce délai de 3 à 5 jours, c'est très important de rappeler qu'elle sera plus efficace si elle est prise le plus vite possible après le rapport. Et si vous avez une contraception, par exemple si vous prenez la pilule et que vous avez oublié votre pilule et que c'est rapport à risque et tac, vous prenez une contraception d'urgence, c'est important de rappeler qu'il faut continuer à prendre sa pilule. Tout à fait. Normalement, même s'il y a eu cet oubli et même si vous prenez la contraception d'urgence, n'interrompez pas votre moyen de contraception habituel. Si vous en aviez un, c'est important. Bien sûr, cette contraception d'urgence, c'est des hormones. Oui. Et donc, ça peut avoir certains effets indésirables, comme toutes les contraceptions hormonales. Ça peut décaler le cycle. Il peut y avoir des saignements un petit peu irréguliers, décalés. Donc ça, il faut en être consciente. Ça peut aussi provoquer des troubles digestifs parfois. Il y a souvent des femmes qui ont des douleurs abdominales ou des nausées. Donc ça peut être un peu perturbant. Et puis aussi des maux de tête,
Donc c'est important de rappeler ces effets indésirables, que vous ne soyez pas surprise ni inquiète, parce que ça peut arriver après ce type de contraception. On parle de contraception d'urgence. Souvent, on nous pose aussi la question, bon, moi j'ai pas de contraception, mais bon, c'est pas grave, je prends la pilule du lendemain, même si c'est un mot qu'on n'aime pas, une fois par mois, et ça se passe très bien comme ça. C'est pas dangereux, ça rend pas stérile, mais c'est quand même important de dire que si vous prenez la pilule du lendemain ou une contraception d'urgence régulièrement, il faut peut-être se poser la question de mettre en place une contraception efficace qui vous convienne. Donc parlez-en à la personne qui assure votre suivi gynécologique pour pouvoir mettre en place la bonne contraception qui vous évitera de devoir avoir recours à une contraception d'urgence qui, encore une fois, n'est pas efficace à 100% et qui peut avoir des effets indésirables. Donc, une bonne contraception, c'est quand même mieux que d'utiliser la contraception d'urgence de manière régulière qui peut ne pas fonctionner. Les contraceptions, on l'a dit, on l'a redit, elles peuvent parfois être mal supportées, mal tolérées, mal adaptées. Comment on sait que sa contraception n'est pas adaptée? Déjà, si on se pose la question, est-ce que ma contraception n'est pas adaptée à moi parce que je ressens tel ou tel symptôme, ça peut être déjà un point de départ pour la discussion avec un professionnel de santé. Si on a des effets secondaires qui nous gênent, ça peut être que la contraception n'est pas adaptée. Si on n'est pas observante aussi, si on a des oublis par exemple de sa contraception, ça peut être une contraception qui n'est pas adaptée. Si on a un désir de grossesse sur le court terme, là, la contraception est peut-être plus adaptée non plus. En fait, à partir du moment où on juge qu'on n'est pas confort avec notre contraception et qu'on n'est pas bien, c'est que potentiellement notre contraception, elle n'est pas très bien adaptée. Le seul souci, je trouve, en contraception, et j'imagine que c'est ce que tu rencontres aussi, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance si la contraception... Bon, il y a des critères où on dit, bon, ça on vous aurait... Des indices. Ou ça serait peut-être mieux que ça, mais globalement, souvent, la façon de savoir si notre contraception nous convient bien ou pas, c'est de tester. Et en fonction, au bout de 3-6 mois, on se rend compte si ça convient à la femme ou pas. Souvent, les femmes qui viennent en consultation pour discuter de contraception, quand elles rentrent dans le cabinet, elles savent ce qu'elles veulent. Oui, c'est un truc, a priori aussi. Bien sûr, elles ont déjà beaucoup d'informations de la part de leur entourage, de la part des réseaux, ou de leur expérience personnelle parfois, parce que souvent elles ont essayé plusieurs trucs. Donc nous, on doit tenir compte de ça, et en même temps, notre job, c'est de les informer sur les autres possibilités auxquelles elles n'ont pas forcément pensé, c'est de lutter contre les fausses informations qu'elles ont pu avoir ou qu'elles peuvent avoir et les fausses idées. Donc c'est un peu notre job de guider tout ça. Bien sûr, ce n'est pas nous qui choisissons à leur place, c'est elles qui vont vivre avec cette contraception, mais nous on est là en tant que pro de santé pour les informer au mieux sur les effets indésirables. Et c'est important ce que tu dis, c'est-à-dire qu'un moyen de contraception adapté, c'est pas qu'une question d'effets indésirables et de tolérance, c'est aussi adapté à sa vie et à ses projets et à son portefeuille. On a parlé du coup tout à l'heure. Donc il y a tous ces paramètres, tous ces éléments à prendre en compte pour savoir si une contraception vous convient. Et ça, ça se passe en consultation avec la personne qui vous suit et on est là pour vous guider. J'ajouterais juste un truc, c'est que, et c'est peut-être le plus important, un signe d'une contraception mal adaptée, c'est un échec de contraception, c'est-à-dire une grossesse non désirée qui peut malheureusement donner lieu à une interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire quelque chose qui est toujours difficile et traumatisant pour les femmes. Donc pour moi, c'est vraiment quand il y a une grossesse non désirée, le signal que ce moyen de contraception, il n'est pas adapté, quel qu'il soit, parce que ça peut arriver avec quasiment tous les moyens de contraception. Donc c'est vraiment très important d'avoir ça à l'esprit. Si vous avez une grossesse non désirée, ou plusieurs, consultez pour adapter votre moyen de contraception ou en prendre une si vous n'en aviez pas. Et puis la question à 10 000. Oui. La question à 10 000. Quelle est la meilleure contraception? Ça, c'est une question vachement importante. Sur la question que tu m'as posée. La meilleure, la best. C'est quoi la best pour toi? En fait, c'est un peu tout ce qu'on a dit pendant toute cette vidéo YouTube. C'est que, en fait, il n'y a pas... Comment dire? La bonne contraception, c'est celle que l'on choisit, c'est celle qui est adaptée à nos besoins, et il n'y a pas une contraception qui est parfaite, sinon ça se saurait. C'est ce que je dis aux patients, s'il y avait une contraception, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il n'y avait aucun effet indésirable, tout le monde la prendrait et ça serait terminé, Mais en fait, ça n'existe pas, et ce qu'il faut garder en tête aussi, ce que je dis aux femmes beaucoup,
et plus je vieillis, entre guillemets, plus je me rends compte aussi, c'est qu'une contraception que tu as à 15 ans sera peut-être plus adaptée à 20 ans, puis à 22, puis à 25, puis quand tu auras eu ton bébé et quand tu seras en périménopause. Donc ça évolue aussi en fonction du temps. Mais plus globalement, si on pouvait dire, les critères qu'il faut garder en tête, c'est l'efficacité contraceptive aussi, la meilleure contraception pour nous. Il y a des femmes pour qui c'est hyper important que ça soit très efficace et pour d'autres, ça va être un critère un peu moins. Les risques aussi. On ne peut pas prendre de risques avec sa contraception. Ça, c'est vraiment un critère très important, surtout pour nous. Oui. Ça, c'est vraiment à nous d'apporter cette information aux femmes en consultation. Tout à fait, pour leur santé, exactement, leur tolérance probable, puisqu'on ne peut pas savoir en avance comment elles vont être, les projets, donc ça on l'a dit, court terme, moyen terme, long terme. Et les femmes ne nous posent pas forcément la question en consultation, c'est vraiment à nous de leur apporter cette information. Exactement. On peut avoir une préférence sur certaines pilules, par exemple, et bien dans les pilules, il y en a beaucoup qui ne sont pas remboursées, et c'est pas forcément légitime de prescrire des pilules qui ne sont pas remboursées quand on sait que globalement elles ont toutes un petit peu les mêmes effets indésirables et les mêmes contre-indications. Donc il faut vraiment aborder ce sujet et ne pas éluder ce paramètre qui est important pour beaucoup de nos patients. Donc bon, je pense que c'est clair là, si les gens n'ont pas compris, on a mal fait notre boulot. La meilleure contraception, c'est celle que vous choisissez, avec laquelle vous allez bien vous sentir à un moment précis de votre vie et qui n'est pas dangereuse pour vous. Parce que comme tu l'as dit, effectivement, ça change au cours de la vie et à 25 ans, la bonne contraception ne sera pas la même qu'à 45 ans. Donc tout ça change au cours de la vie. C'est pour ça aussi que c'est important d'avoir un suivi régulier. Il faut souvent tester. Tous les ans, suivi gynécologique. Tous les ans, on insiste. Idéalement. Les rendez-vous, c'est souvent compliqué, même si vous participez beaucoup. Donc le suivi régulier, c'est très important. On insiste encore une fois là-dessus. Bon, c'était cool. Ouais, très chouette. Merci Élise. Salut Olivier. À la prochaine.